Bienvenue, Alizé, on peut applaudir Alizé qui nous rejoint, Alizé Lozakmer. De Make Sense. Alors Make Sense est une association, tu vas nous en parler aujourd'hui, qui regroupe, c'est 150 personnes dans le monde, hein. Déjà ça grossit assez vite, c'est du soutien, de l'accompagnement, de la pédagogie aussi, tu vas nous parler de tout ça autour des valeurs. Alors ma première question, c'est on sait qu'aujourd'hui les entreprises parlent toutes de leurs enjeux RSE. Parfois, c'est du discours, parfois il y a quelques actions, il y a beaucoup d'ambitions en tout cas, mais qui ont beaucoup de mal à se concrétiser. Qu'est-ce qui t'a incité déjà à t'engager et à soutenir justement des startups autour de ces enjeux RSE? Merci beaucoup, bonjour à tous. Peut-être avant de commencer, qui parmi vous dans la salle se pose des questions sur son entreprise ou sur son travail et sur l'impact écologique ou social de son activité ? Ça vous réveille un peu comme ça. Merci beaucoup, je me sens moins seule du coup d'être là. Donc je m'appelle Alizé Lozakmer, comme mon nom l'indique, j'ai des origines bretonnes, mais en fait je suis aussi descendante d'une famille d'industriels savoyards. La Bretagne a rejoint la Savoie. Et puis j'ai fait assez classiquement une école de commerce, même si mes premières passions c'était l'humanitaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que l'économie c'était pas que la source des problèmes, mais que ça pouvait être aussi la source des solutions, et que je me suis intéressée à ce qu'on appelle l'économie à impact, et qu'on a développé Make Sense pour soutenir des nouvelles formes d'entreprises qui se mettent au service de la résolution de problématiques sociales et environnementales, ou la transformation des entreprises plus traditionnelles pour prendre en compte ces enjeux. Et peut-être pour répondre à la question de la RSE, alors je ne parle presque pas de RSE parce que pour moi, le sujet n'est pas tant comment faire un peu mieux. Enfin, il est celui-là en première étape, mais le sujet, il est vraiment comment demain, l'entreprise et l'économie se met au service d'une planète vivable, une économie qui sert le bien-être et le bien-vivre ensemble de la société, et donc une économie qui est au service de tout un chacun. Et du coup, je reprendrai ce qu'on disait tout à l'heure sur Elon Musk. Elon Musk, il parle d'une vision, puis d'un master plan, puis d'un business plan. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire avec l'économie. Quelle est la vision de la société qu'on veut voir advenir, qui tient dans les limites planétaires et qui permet à l'ensemble de la population de se développer? Et puis du coup, comment à l'intérieur de ça, les entreprises se développent et pensent leur business model plutôt que l'inverse. Et on va revenir justement sur ces modèles. Est-ce que tu sens, on entend beaucoup aujourd'hui les entreprises parce qu'elles veulent recruter, qu'elles soient start-up ou grandes entreprises ou ETI, PME, que la génération qui arrive ou qui a 5-6 ans d'expérience est beaucoup plus, comment dirais-je, intéressée, enfin montre beaucoup plus d'intérêt à tout ce qui est RSE. Est-ce que toi, tu estimes, oui, c'est ce que tu vois aujourd'hui, tu fais partie de cette génération justement, et ceux qui sont, qui ont fait l'école avec toi, ceux que tu croises de cette même génération, on est vraiment là aujourd'hui, c'est pas juste une petite intuition de certains DRH? Non, je pense qu'on est effectivement là aujourd'hui. Et par rapport à ce que je viens de dire, il y a ceux qui sont d'accord avec cette vision que je porte. Et puis, même si on n'est pas d'accord, aujourd'hui, en fait, les entreprises vont devoir se transformer, qu'elles le veuillent ou non, pour répondre à plein de choses différentes. Il y a les talents et donc le recrutement et les jeunes. Aujourd'hui, il y a 70% des jeunes qui veulent travailler, donc des jeunes de 18 à 28 ans, qui veulent travailler pour une entreprise qui fait du sens. Et il y a aussi une énorme vague de reconversion professionnelle. Donc si on veut recruter demain, et ça se voit dans les grandes écoles notamment, il y a beaucoup de questions sur à quoi sert l'entreprise. Je pense qu'il y a une demande de plus en plus forte de la part des consommateurs aussi qui attendent des entreprises des engagements forts. Et on l'espère, et ça reste le sens de l'histoire, il y a de la réglementation, notamment sur les enjeux écologiques, climat, biodiversité, qui arrive et qui va arriver. Et donc maintenant, pour moi, c'est comme le digital, c'est-à-dire soit on prend la vague au bon moment, on est précurseur, on est pionnier, et en fait on transforme ces contraintes comme des opportunités, soit la vague, on va se la prendre. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, à mon avis, si elles ne prennent pas en compte ces sujets aujourd'hui, n'ont pas un futur très lointain. Et alors, comment tu engages ces entreprises, justement, en leur expliquant, parce qu'il y a un vrai caractère d'urgence, enfin, c'est tes convictions. Alors, comment tu fais pour les engager et leur prouver qu'il y a un vrai caractère d'urgence, qui n'est pas juste parce qu'il fait un jour un peu chaud, que ça va beaucoup plus loin que ça? Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'en est plus sur le constat. En fait, le fait que le réchauffement climatique est avéré et que les entreprises doivent le prendre en compte, je pense qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui passent à côté. Maintenant, la question, c'est le comment.
et c'est par où on commence. Et donc, il y a plein de méthodes pour savoir quel est notre impact, comment le mesurer, comment le faire évoluer, comment diminuer son impact carbone, etc., etc. Et je crois que parfois, il y a une question un peu plus fondamentale qu'on n'ose pas poser frontalement, qui est à quoi sert fondamentalement mon entreprise. Et j'en parlais au déjeuner avec certaines personnes. Il y a des entreprises qui peuvent avoir une mission d'intérêt général parce qu'il faut soigner, parce qu'il faut instruire, parce qu'il faut s'habiller, etc. Mais après, il y a certaines activités qui, peut-être que dans un monde pour rester à plus 1,5 degré, si c'est encore possible, n'ont pas forcément vocation à continuer. Et il y a la question de la bifurcation ou de la renonciation qu'on aborde assez peu, mais qui pour moi devrait être la première question qu'on se pose. C'est est-ce que dans 20 ans, mon entreprise contribue au bien-être de la société et de tout un chacun dans le respect des limites planétaires. Et j'ai échangé avec un industriel savoyard, pour le coup, qui fabrique des composants pour les moteurs thermiques des voitures. Alors lui, il a compris qu'il pouvait continuer et puis s'entêter et pendant les 10-15 prochaines années continuer, mais qu'en fait son activité elle avait une durée de vie limitée. Et donc là, il met en place en avance de phase toute une transformation de ses méthodes, ses outils, les compétences pour être prêt demain, et il est sur le véhicule électrique, le vélo électrique, etc. Et je pense que ces questions, au plus vite on se les pose, au plus on a le temps d'investir et de se transformer. Tiens, une première question. L'engagement volontaire n'est-il pas anecdotique par rapport à l'obligation réglementaire ou à une évolution systématique, notamment autour de la fiscalité verte? Ouais, je suis complètement d'accord. Alors, je suis pas vraiment fan de est-ce qu'il vaut mieux faire ci ou ça. L'urgence, elle est telle, les enjeux ils sont tels qu'il faut tout faire. Donc, il faut l'engagement volontaire de tous ceux qui le souhaitent. Il faut les citoyens qui se mobilisent. Il faut des nouveaux entrepreneurs qui font des solutions vraiment innovantes. Il faut les entreprises classiques. Et il faut évidemment la fiscalité et les politiques publiques. Je fais partie notamment d'un collectif qui s'appelle Impact France et qui porte un plaidoyer pour faire évoluer les règles du jeu économique. Puisqu'aujourd'hui, on a des règles du jeu économique qui ont plutôt tendance à favoriser le faire mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne paye pas la dégradation qu'on fait sur l'environnement, ou en tout cas pas assez. On ne paye pas les impacts qu'on crée sur le climat. On ne paye pas les impacts qu'on crée sur la santé des gens. Et donc, dès qu'on essaye de faire bien ou mieux, ça nous coûte plus cher, mais c'est pas récompensé. Et donc, c'est notamment là où des politiques publiques incitatives, par exemple via les achats publics, la modulation de la TVA, de différents impôts, la fiscalité verte, sont essentielles. Par contre, je ne m'arrêterai pas juste à ça, parce qu'en fait, si les politiques ne font rien, on ne va pas s'arrêter. Et donc, il faut quand même mettre en place le plus d'engagement volontaire en parallèle. Oui, et puis il faut que les entreprises comprennent peut-être que elles font une création de valeur économique, et il faut qu'elles aillent vers une création de valeur sociétale. Alors justement, ça rebondit un peu sur la question, quelles sont les entreprises qui auront encore le droit d'exister en 2030? Tu disais des entreprises qui n'existeront plus. Voilà, est-ce que tu as des exemples très concrets d'entreprises qui justement sont en train de se transformer en cette valeur économique, mais aussi la création de valeur sociétale? Alors, pour moi, le cadre, il est assez clair. Il est comment est-ce que l'entreprise rentre dans les limites planétaires. Donc, il y a 9 limites planétaires qui ont été identifiées, voire même arrive à restaurer ou régénérer des ressources naturelles qu'on a détruites, tout en servant le bien-être et le bien-vivre de la population sur les besoins essentiels un peu élargis. Donc, c'est pas à moi de définir qui aura encore le droit d'exister, mais pour moi, le cadre, il est celui-là. Et donc la criticité de son activité et la consommation des ressources sont des choses essentielles à prendre en compte. Et après, il y a peut-être quelques entreprises dont la transformation est quasiment impossible, mais après, je crois qu'aujourd'hui, de nombreuses entreprises peuvent se transformer, soit parce que leurs produits, elles travaillent dans l'agriculture par exemple, elles produisent des intrants chimiques. Nous, on a investi dans une boîte qui fait des intrants agricoles à base d'urine humaine, sans intrants chimiques. Demain, on pourrait avoir de l'agriculture comme ça, par exemple. On travaille avec des entreprises sur le champ social qui travaillent sur l'hospitalisation à domicile. Ça fait économiser chaque mois des millions et des millions d'euros à la sécurité sociale. Donc,
voilà, des exemples. Dans un article que j'ai trouvé là sur Make Sense, j'ai lu que certaines des tentatives que tu avais faites, enfin, et avec tous les 150 collaborateurs, avaient échoué. Pourquoi? Est-ce qu'il faut aujourd'hui, bon, ça se déclare pas, hein, changer pour réussir, il faut changer d'approche, de mentalité, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est en termes d'investissement. Enfin, à un moment, faut parler business, quoi. Alors oui, alors il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des projets qui doivent s'arrêter. Je pense que c'est un peu à la croisée des éléments. Il y a les solutions techniques et technologiques qui existent. Et ensuite, ces solutions, il faut qu'elles rencontrent un marché et des financements. Et aujourd'hui, la question du marché, elle se rapproche de la question de la réglementation, puisqu'aujourd'hui, un exemple, Loom, qui est une marque de vêtements éthiques et produit dans le respect des droits humains, c'est une entreprise qui aujourd'hui a énormément de mal à se développer. Pourquoi? Parce qu'en face, on a la fast fashion qui n'est pas régulée et qui ne paye pas ni le coût humain de la délocalisation, ni le coût environnemental en termes d'eau, de consommation d'énergie, de pollution chimique. Et donc, tant qu'il n'y a pas, et tant que Shein a encore le droit d'opérer en France, les marques éthiques vont rester vraiment cantonnées à vraiment les early adopters qui ont les moyens et qui ont compris l'impact de la fast fashion qu'on ne voit pas tous les matins en bas de chez soi. Et donc, tant qu'il n'y a pas ce mélange de transformation culturelle où on prend conscience que, en fait, ce qu'on fait, même si on ne le voit pas, c'est de la pollution ou de la destruction de valeurs sociales déportées. Et tant que la réglementation ne nous aide pas aussi à faire ça, parce que si le bio reste plus cher, si toute la consommation responsable reste plus chère, évidemment que avec en plus la précarisation d'un certain nombre de nos concitoyens, ça ne marchera pas. Donc, voilà, créer des marchés, c'est à la fois transformer les consommateurs, mais c'est aussi mettre des réglementations pour que ça devienne bénéfique de consommer bien plus que de consommer mal. Et puis peut-être avoir davantage d'exemples, parce que ce qui manque aujourd'hui aussi, c'est quand on cite des exemples, sont souvent les mêmes, quoi. Tout à fait, mais ces exemples-là, ils dépendent en fait de leur capacité à se développer et donc d'accéder à des marchés, également à des financements. Donc il y a de plus en plus quand même d'argent, et ça c'est une bonne nouvelle, qui est fléché vers des projets à impact social et environnemental. Ce qui pose ensuite la question de la mesure et comment on s'assure qu'il y a vraiment un impact positif qui est créé. Deux questions que je vais un peu lier. Comment changer les imaginaires pour faire adhérer au mouvement? Comment engager les entreprises, le grand public? J'ai remplacé les gobelets en plastique. Voilà, ça ne suffit pas. Alors, faut rappeler aussi que Make Sense dans les 2-3 métiers, il y en a un qui c'est de la pédagogie, hein, intervenir dans les écoles, les lycées, enfin, voilà, pour sensibiliser aussi la génération qui arrive et pas juste couper son robinet quand il se lave les dents, parce que ça fait 40 ans qu'on nous le dit. Alors justement, comment on fait pour davantage engager les entreprises autour de ça? C'est vrai que pour l'instant, on est un peu coincé entre d'un côté la force du marketing et de la publicité, qui depuis 100 ans s'est développée pour nous faire croire que c'est en consommant plus qu'on serait plus heureux. Et de l'autre côté, un imaginaire sur le responsable recyclable qui n'est pas ultra glamour et qui est souvent caricaturé, voire même taxé de punitif. Et en fait, il y a une troisième voie qui est est-ce que en fait, c'est vraiment consommer qui nous rend heureux, ou est-ce que c'est pas en fait tout un champ non monétaire, passer du temps avec ses proches, être dans la nature, qui, in fine, peut nous rendre plus heureux que de consommer. Sauf que ça fait gagner d'argent à personne. Et donc, il n'y a pas grand monde qui investit pour dire « allez vous balader en forêt, c'est génial ». Et donc, il y a un grand rôle pour moi des médias, des artistes. On travaille de plus en plus, nous, avec des artistes ou des influenceurs pour dire comment on promeut un vivre ensemble et un vivre bien demain qui passe notamment par le non-marchand, par la non-consommation et donc du coup par la diminution de la pression qu'on met sur nos écosystèmes. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas le modèle économique derrière ça, mais je trouve que ça peut être aussi une responsabilité collective de toutes les personnes qui à un moment ont un pouvoir de mobiliser autour d'elles, de prendre la parole, etc., de promouvoir ça, parce que c'est vraiment un nouveau projet de société qu'on doit parler, mais qui n'entre pas dans les cases actuelles de la société dans laquelle on vit. Moi, j'ai une théorie aussi autour de la démocratisation de l'intelligence artificielle. On en parle depuis ce matin, qui peut nous amener vers plus de culture, plus de recherche que l'univers mercantile, parfois vers lequel on est un peu trop poussé. Une dernière question. On fait confiance au génie humain ou on nous prive de nos libertés? Voilà, on a 4 heures. Ouais. Non,
Je pense que, je crois que c'est Einstein qui disait ça, on ne peut pas construire le monde de demain et résoudre les problèmes. On peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui et construire le monde de demain avec les mêmes outils qui ont contribué à créer ces mêmes problèmes. Je ne crois absolument pas à la dictature verte, parce que je pense que la centralisation du pouvoir et la concentration du pouvoir expliquent notamment la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc pour moi, la solution, elle ne passe que par de la démocratisation, de l'autonomisation, du retour à du local et à des plus petites communautés de vie humaine, etc. Je dis pas tous dans des communautés locales, mais enfin, voilà, la dictature, ça passe pas pour moi. Par contre, la démocratie aujourd'hui pourrait être une démocratie qui nous permet d'aller vers ça tous ensemble. Donc voilà, je ferais plutôt confiance au génie humain et j'aimerais avoir un espoir dans des dirigeants politiques à tous les étages qui sont responsables. Voilà, on attend ça. Eh bien, notre prochain invité, ne t'éloigne pas trop, parce qu'on te fera peut-être poser une ou deux questions à notre prochain invité, qui va être Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkea, parce qu'on va parler green et territoire avec lui. Merci encore, Alizé. On peut l'applaudir.